Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va parler de cette nouvelle guerre, cette fois Israël-Iran. On va faire le point. On va parler de ce que vous devez savoir. Évidemment, cette vidéo ne sera nullement exhaustive. Bien entendu, ce serait trop long et trop complexe de toute manière. Et on verra pourquoi j'ai mis dans le titre Tout dépend de Trump. Alors pour la plupart d'entre vous, cela va paraître évident, mais on va quand même voir pourquoi. Donc là, qu'est-ce qu'il faut savoir concernant ce nouveau conflit entre Israël et l'Iran? Tout d'abord, évidemment, l'origine de ce conflit, c'est le narratif officiel, c'est l'Iran enrichit de manière très dangereuse l'uranium et ils vont bientôt avoir la bombe atomique. Voilà. Donc ça a été le prétexte officiel pour que Israël attaque l'Iran. Alors évidemment, ça fait très 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 longtemps que ce prétexte est utilisé. C'est utilisé depuis 1984 au moins par Israël. On verra les articles ensemble après, puisque cette vidéo est en deux parties. Il y a d'abord mon introduction, ma présentation, ensuite on va voir les articles. Donc Israël a utilisé ce prétexte depuis des décennies, comme quoi l'Iran est proche d'avoir la bombe, et donc il faut détruire l'Iran, ou tout du moins mater l'Iran. Bon, ça ce n'est pas nouveau. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pour une raison principale. Là quand même, on est obligé de parler de la Palestine. On a Israël qui attaque Gaza tranquillement, qui attaque la Cisjordanie tranquillement, qui prend pied totalement en Syrie, gagne tous les jours plus de territoire en Syrie, et quelles ont été les conséquences de tous ces actes, dont un génocide à Gaza, mais aussi un petit génocide en Cisjordanie, chose dont on parle beaucoup beaucoup moins. Eh bien, les conséquences ont été nulles. Bon, sans surprise, j'ai déjà fait moult vidéos sur le conflit israélo-palestinien. On sait très bien que Israël a une impunité totale. Pourquoi? Parce qu'il y a les États-Unis qui veillent à ce que Israël ait cette impunité totale. De plus, autre raison, eh bien, il y a des intérêts communs depuis toujours, depuis 1948, entre Israël et les États-Unis. Les rêves partagés communs des États-Unis et d'Israël, c'est la prise totale de la Palestine par Israël et la destruction de l'Iran. Ça, c'est un rêve commun qu'il y a entre les États-Unis et Israël depuis toujours. Là, ce qui change, c'est que c'est Trump qui est au pouvoir. Trump qui, lui, son plus grand rêve, c'est de se débarrasser de la Palestine et de l'Iran. C'est son plus grand rêve à Trump depuis toujours. Dans son premier mandat, il a très bien montré que son cœur était totalement envers Israël. Ça nous rappelle côté français Emmanuel Valls, dont son cœur est totalement du côté israélien. Le cœur de Donald Trump est totalement envers Israël. Bon, Trump, c'est un peu plus explicable du côté financier, puisque beaucoup de milliardaires israéliens, beaucoup d'institutions israéliennes ont financé la campagne de Trump, sa première et sa deuxième. Donc il doit faire un renvoi d'ascenseur, Donald Trump. C'est un petit peu différent. Mais en tous les cas, Donald Trump est pro-israélien, on pourrait presque dire jusqu'au fanatisme. Donc Israël, sachant tout cela, pourquoi pas? Puisque Israël sait très bien qu'elle aura l'impunité. Israël sait très bien que même si elle fâche un peu Donald Trump de toute manière aidera Israël, quoi que fasse Israël. Voilà. Si vous voulez, c'est une relation père-fils
avec le fils qui est un véritable voyou, mais le père qui dit aux autorités, mais vous comprenez, c'est mon fils. Donc je dois tout faire pour le protéger, quoi qu'il fasse. Eh bien, c'est la même relation, voilà, entre les États-Unis et Israël. Alors vous allez me dire, est-ce légal? Bien sûr que non. Est-ce moral? Bien sûr que non. C'est complètement illégal, c'est complètement immoral, mais je n'apprends absolument rien à personne. Encore une fois, c'est comme ça depuis 1948. Donc là, l'occasion faisant larron, donc Trump qui au début a bien dit qu'il donnerait son aide complète à Israël, que bon bah tous les Gazaouis pouvaient partir de la Palestine, que bon bah la Palestine en gros ce serait bien que ça soit géré par Israël. Et là, par Benjamin Netanyahou, n'oublions pas que Netanyahou et Donald Trump sont de grands amis, et ce depuis très 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 longtemps. Donc voilà, Israël joue sur du velours. Donc il s'est dit, bon ben voilà, on va attaquer l'Iran. Et ils ont attaqué l'Iran. Alors il y a eu plein de prémices, hein, tout cela qui a montré que Israël pouvait y aller en toute impunité. Les attaques au sud Liban, le génocide à Gaza, la décapitation du Hezbollah, des actes terroristes plus énormes l'un que l'autre. Bref, on pouvait y aller crescendo, il n'y avait absolument aucune conséquence côté États-Unis. Alors bon, on a eu un Trump qui a été un petit peu embêté puisqu'il a été élu en promettant que sous son mandat, bien entendu qu'il n'y aurait jamais de guerre avec son mandat, bien entendu qu'il allait arrêter la guerre Russie en Ukraine et Ukraine en 24 heures, après c'était en 6 mois, bon après c'était plus rien du tout, et là, on est à l'abandon carrément de l'Ukraine parce que évidemment, il ne pouvait en être autrement, sachant quand même que la vraie priorité des États-Unis depuis toujours, comme je vous le dis depuis toujours aussi dans mes vidéos, c'est la Chine, bien évidemment. Et aussi, bien évidemment, il n'est pas question qu'on laisse complètement tomber Israël, quoi que fasse Israël, comme je l'ai déjà dit. Donc, Netanyahou, il s'est dit, bah, je vais attaquer l'Iran. Mais il n'y a pas que cette histoire d'impunité et que Trump soit au pouvoir. N'oublions pas que Netanyahou a exactement, on va dire, la même épée de Damoclès que Zelensky en Ukraine. S'il n'y a plus de guerre, eh bien Zelensky tombe, il n'est plus rien en tant qu'individu et Netanyahou n'est plus rien en tant qu'individu. Sauf que pour Netanyahou, c'est encore pire, parce que Netanyahou, s'il n'y a plus de guerre, eh bien lui, il va en prison, Netanyahou. Donc, on pourrait même se poser si la question, si Netanyahou n'a pas enclenché cette guerre avec l'Iran, uniquement très égoïstement, sans même parler de toutes les raisons précédentes, simplement celle-ci, pour sauver sa peau et continuer à être le chef de guerre intouchable en Israël. Peut-être, hein, peut-être a fait-il cela uniquement pour cela, et non pas simplement pour des questions d'impunité totale. Ou alors c'est peut-être un tout. Voilà, c'est peut-être toutes ces raisons-là, ensemble. Pourquoi pas? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël a attaqué très très fort. L'Iran a bien entendu répliqué. Bien entendu aussi, les morts sont complètement asymétriques, comme d'habitude, c'est comme en Palestine, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de morts côté iranien par rapport aux très peu de morts côté israélien. Cela dit, on s'est aperçu d'une chose, c'est que la protection antiaérienne israélienne est très très loin d'être invulnérable, comme l'Iran l'avait déjà montré précédemment lors de sa très très grande attaque après la destruction de son ambassade en Syrie. Donc on a vu déjà précédemment, et j'avais fait une vidéo exprès
avec extrait vidéo à l'appui, d'ailleurs, fait par des Israéliens, comme quoi l'Iron Dome, bah, c'était un vrai gruyère, hein. La plupart des missiles passaient en réalité. Alors pourquoi l'Iron Dome, qui en réalité, c'est pas vrai, n'est pas constitué simplement que de cette couche d'Iron Dome? En réalité, le système antiaérien israélien a trois couches: l'Iron Dome, la fronde de David et le système Arrow. Le système Arrow qui est en plus aidé par le système américain THAAD. Voilà, donc en gros, les meilleurs systèmes antiaériens du monde, d'après l'Occident. Or, si vous me suivez, j'ai fait un spécial système patriote dans Military Watch Magazine qui vous montrait et démontrait que le système patriote était en réalité mauvais, relativement mauvais tout du moins, comparé évidemment à des missiles attaquants assez modernes, assez puissants, bien entendu quand même. Donc là, on a vu que Israël a été assez bien bombardé et de manière assez inquiétante par rapport à ce qu'a envoyé l'Iran. Parce qu'il ne faut pas oublier que quel que soit le système antiaérien que vous ayez, l'assaillant peut très facilement vous détruire. Il faut juste avoir le nombre de drones adéquats et le nombre de missiles adéquats. Or, beaucoup d'experts disent que l'Iran aurait 3000 missiles longue portée. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, en admettant que l'Iran ait ne serait-ce que la moitié, 1500 missiles longue portée, c'est énorme. Et n'oublions pas que côté drone, l'Iran, c'est l'inventeur du Shahed 136, le fameux super drone énormément utilisé par la Russie, dont on connaît maintenant éprouver l'efficacité. On s'aperçoit que c'est, on va dire, le meilleur drone du monde pour des attaques. Je dis bien pour des attaques, en tant que drone kamikaze, c'est le meilleur drone du monde prouvé au combat. Longue portée, grosse charge explosif, extrêmement fiable, etc. Donc maintenant, on peut s'interroger, l'Iran pourrait détruire Israël, quoi, tout du moins beaucoup de sites stratégiques. La recette est extrêmement simple, ça fait 2 ans que je vous le dis. Il suffit d'envoyer quelques centaines de drones sur Israël, sur des cibles stratégiques, je ne sais pas combien, on va dire une vingtaine. Vous envoyez quelques centaines de drones d'abord, par exemple des Shahed. On se doute que l'Iran, à minima, a quelques milliers de Shahed 136 sous le coude. Je vous rappelle que la Russie, par exemple, à elle seule, peut en fabriquer 4000 par jour. Alors, pas que des Shahed, tout compris, hein. Mais quand même, ça vous montre que la Russie, elle, peut produire quelques centaines de Shahed au moins par semaine, à minima. Donc vous imaginez l'Iran qui, elle, peut en produire énormément bien avant la Russie. Donc elle doit être équipée à minima de 5 ou 6 000 drones Shahed. À minima, à minima. Et si les experts disent que l'Iran aurait environ 3000 missiles longue portée, on pourrait dire raisonnablement que l'Iran a à minima dans les 1500 missiles longue portée. Donc si on prend les chiffres à minima, hein, pour être un petit peu côté pro-occidental, dirait-on, eh bien l'Iran pourrait détruire Israël assez facilement. Quand je dis détruire, je parle des sites stratégiques, bien évidemment. Il suffirait d'envoyer quelques centaines de drones, ensuite quelques centaines de missiles, et c'est imparable. Même si vous avez les meilleurs systèmes antiaériens du monde, les vrais meilleurs systèmes antiaériens du monde, c'est inarrêtable. Vous ne pouvez pas arrêter ce genre de frappe. Alors maintenant, vous allez me dire, si c'est si évident, pourquoi l'Iran ne le fait-il pas? Pour des raisons tout simplement de politique et de géopolitique.
L'Iran ne le fait pas et ne l'a jamais fait parce que l'Iran n'a aucun intérêt à détruire Israël. Si l'Iran détruit Israël, il y a forcément les États-Unis qui vont venir vouloir détruire l'Iran. C'est presque mécanique, j'ai envie de vous dire. Quoique, il y a une subtilité, mais j'en parlerai après. Bah oui, donc l'Iran n'est pas débile non plus. Donc l'Iran ne fait pas cela. L'Iran est toujours très patiente et extrêmement raisonnable, à l'image de la Russie d'ailleurs. Donc, alors, vous allez me dire encore une fois, bah oui, mais donc pourquoi? Eh bien, l'Iran, elle veut se débarrasser de ses sanctions. Parce que l'Iran, elle veut vivre tout simplement, prospérer comme tout autre pays et avoir ses centrales nucléaires. Attention, bien sûr. Hein. Donc, le problème, c'est que l'Iran, elle, à plusieurs reprises, a dit, ben, enlevez les sanctions et moi, je vous promets, vous pouvez faire toutes les inspections que vous voudrez partout, nous n'aurons jamais l'arme nucléaire. Mais attention, on veut continuer l'enrichissement pour avoir le nucléaire civil, comme tout à chacun, c'est normal. Or, les États-Unis ont toujours refusé. Ils ont toujours refusé sous pression d'Israël. Parce qu'à un moment donné, les États-Unis, à un moment donné, ils se sont dit, armer Israël en continu, ça commence à coûter très très cher. Peut-être que laisser l'Iran tranquille, ce serait pas une mauvaise idée. C'était une idée qui flottait dans le Pentagone pendant quelques années. Au final, la pression israélienne a été trop forte, la pression du Congrès américain était trop forte, le Congrès étant complètement contrôlé par Israël, le Congrès américain étant complètement contrôlé par Israël, évidemment, ça n'a pas fait long feu cette idée. Donc les États-Unis ont continué à dire non, 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 voilà. Et est arrivé Donald Trump. Donald Trump, à son premier mandat, il a bien été clair que, évidemment, il était contre l'Iran à fond, mais à fond, réellement. Donc, qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Le premier geste de Donald Trump, ça a été de se retirer, donc retirer les États-Unis du traité de non-prolifération nucléaire. Voilà, alors déjà, ça a donné un très mauvais signe au monde entier, et dont l'Iran, qui a considéré les États-Unis comme une entité qu'on ne pouvait pas faire confiance. Alors évidemment, là, c'était un peu une évidence dès le départ, mais bon, là au moins, il y avait une preuve. Voilà. Et donc, l'Iran, elle a dit à un moment donné, bon, nous, on fait toujours partie du traité de non-prolifération nucléaire, mais si vous attaquez nos systèmes d'enrichissement d'uranium, nous, on va se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Et donc là, l'Iran, aux dernières nouvelles, est en train de faire ce qu'il faut pour s'en retirer. Alors, vont-ils vraiment le faire? Et vont-ils aller jusqu'au bout? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, l'Iran avait déjà menacé. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, le narratif officiel qu'on vous vend dans les médias, c'est que l'AIEA a détecté un enrichissement qui risque de dépasser la barre fatidique des 90%, puisque l'Iran continuerait à enrichir son uranium. Et à partir de là, bon, ça a été le prétexte, voilà, pour que Israël, ça c'est le narratif officiel, hein, ça a été le prétexte officiel pour que Israël attaque l'Iran. Voilà, ça c'est le narratif officiel. Donc il a fallu le petit coup de pouce de l'AIEA, l'AIEA qui est une entité occidentale. Je vous rappelle encore une fois, pour la énième fois, que l'AIEA c'est cette entité qui gère la centrale nucléaire de Zaporojye, qui fait des rapports à l'international et qui n'a jamais voulu dénoncer l'Ukraine comme quoi elle frappait la centrale nucléaire de Zaporojye. Voilà, je le rappelle comme ça vite fait. Donc, Israël profite de ce prétexte et bien évidemment surfe sur son impunité, sur le soutien inconditionnel de Donald Trump, bien évidemment. Mais, et c'est là où j'en viens à cette subtilité dont je vous parlais tout à l'heure concernant le soutien total de Donald Trump, c'est qu'il a
cette impunité, ce soutien total, eh bien, a une petite fissure. Et oui, c'est que ben, la dernière attaque là, assez grosse de l'Iran a montré que ben, les systèmes de défense antiaérien israéliens commençaient à faiblir considérablement. Alors évidemment, je ne sais pas de combien, et quand je dis considérablement, ben, vous me comprenez, hein, il y a peut-être une baisse de 20 ou 30% du système antiaérien par rapport à l'optimal. Bon, ça reste quand même considérable. Mais pourquoi il y a cette baisse du système antiaérien et pourquoi les Israéliens sont en réalité très inquiets? Je vous montrerai les articles hein, prouvant tout cela, bien entendu, dont une petite vidéo de First Post, un des plus grands médias indiens, hein, qui eux montrent des images aussi. Bref, donc ça, on est d'accord. On l'a vu encore une fois lors de cette frappe énorme iranienne, il y a déjà quelques temps de cela, je vous en ai déjà parlé dans mon introduction, je ne vais pas y revenir. Donc on sait que le système est complètement fragilisé. Et là, il est très très fragilisé. Alors l'explication, c'est quoi? C'est que les États-Unis ont presque tout donné à l'Ukraine. Ils ont gratté les fonds de tiroir pour donner tout ce qu'ils avaient en missiles patriotes à l'Ukraine. Bon, après, ils ont dit on va arrêter un petit peu parce que là, c'est complètement épuisé. Donc, et juste après, il y a cette nouvelle guerre. Or, cette nouvelle guerre est extrêmement consommatrice en missiles patriotes, infiniment plus que ce qu'utilise l'Ukraine, infiniment plus. Parce que la méthode israélienne pour se protéger, c'est on n'envoie que des missiles. Il n'y a pas d'histoire de drone, on n'envoie que des missiles. Et oui, d'un autre côté, l'Iran, c'est loin d'Israël. Donc on n'envoie que des missiles. Or, pour contrer un missile iranien, les Israéliens envoient 2 à 4 missiles antiaériens. C'est gigantesque. En prenant une moyenne de coûts, un missile, un missile antimissile israélien, ça vaut entre 1 à 4,5 millions de dollars. Voilà, un missile antiaérien Patriot. Voilà, les derniers, par exemple, en prenant le Patriot, les derniers coûts, c'est 4,5 millions de dollars un missile Patriot. Voilà, mais le coût des différents missiles israéliens, c'est entre 1 et 4,5 millions. Ça peut aller encore au-delà, jusqu'à 6 millions avec les missiles THAAD, par exemple. Bref, donc un missile iranien de bonne facture, moyen, la moyenne c'est 100 000 dollars à peu près. Un missile iranien de longue portée, parce qu'évidemment le coût de fabrication est bien moindre en Iran. C'est exactement comme le coût d'un Iskander M qui est en réalité d'environ 500 000 dollars en Russie. Bref, donc, eh bien, tout simplement, si ça continue comme ça, et je parle en jours, pas en semaines, eh bien, Israël n'aura plus rien. C'est aussi simple que cela. Donc, contrairement à ce qu'on peut dire dans les médias, la guerre ne peut pas être de longue durée. Parce que tout simplement, Israël ne pourra plus du tout protéger son territoire, faute de missiles antiaériens. Voilà. Sans compter la dangerosité concernant les F-35. Là, on parle de propagande iranienne. Bon, moi, je n'y crois pas de ces 3 F-35 abattus. Je n'y crois pas, j'ai rien vu. Zéro preuve, rien du tout. Donc, pour moi, c'est de la propagande iranienne. Mais en tous les cas, ça reste quand même un danger. Hein. Donc, n'oublions pas que l'Iran a quand même des systèmes S-400 qui n'ont pas été utilisés pour l'instant, mais ça pourrait tomber qu'un F-35 soit abattu par S-400. Ça reste possible. Et ça ferait mauvais genre. Donc, en gros, l'Iran est une réelle menace pour Israël. Vraiment. Mais encore une fois, l'Iran retient son bras parce qu'elle espère justement ce résultat-ci. C'est-à-dire que Israël
abandonne finalement faute de missiles. Et Israël, là, joue un coup de bluff parce qu'elle sait très bien de quoi est capable l'Iran. Bon, là, ce n'est que mon humble avis. Peut-être que je me trompe, mais d'après tout ce que je sais, j'ai lu beaucoup de rapports hein, de divers et variés. Israël sait très bien en réalité ce qu'il en est. Surtout que l'Iran a son joker dans la manche. Je vais vous en parler plus tard. Donc là, Israël joue un coup de bluff, coup de poker, en disant oui, on va détruire l'Iran, etc. Israël est incapable de détruire l'Iran. Israël ne peut rien faire sans les États-Unis. Tout se fait avec l'aval et l'aide des États-Unis. Ne l'oublions pas. Donc, bien entendu, tout ça est avalisé par les États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont plus beaucoup, tout du moins, de missiles à fournir à Israël. Donc ça ne durera pas. Donc il y a les rodomontades de Netanyahou et les rodomontades de Trump qui disent en chœur ah, faut absolument que l'Iran accepte les négociations, sinon les États-Unis entreront en guerre contre l'Iran. Les rodomontades de Donald Trump qui ne finiront sur rien, bien évidemment. Tout ça ne sont que des mots. Les États-Unis sont dans un grand état de faiblesse, comme je vous l'ai dit à moult et moult reprises, et Israël encore plus. L'économie israélienne est complètement à plat, l'économie américaine est complètement à plat. À plat. Le système militaire-industriel américain est complètement à plat, celui israélien est encore pire. Ils sont complètement à plat. Là, c'est l'Iran qui a la main, en réalité. C'est l'Iran. Oui, l'Iran aura des destructions. Oui, ils vont égratigner les localités de Natanz, Fordo et Ispahan. D'accord, mais ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour empêcher la fabrication d'une bombe atomique ou d'un missile nucléaire. Ils ne peuvent rien faire et ils le savent très bien. Par contre, ce que peut faire Israël, ça peut marcher, c'est détruire, voilà, comme ils ont fait, des dépôts pétroliers, des dépôts d'eau. Et oui, même l'eau, bah oui, acte terroriste, hein, détruire des bâtiments de journalistes, hein, comme ils ont fait. Bref, de faire des actes terroristes, comme le fait l'Ukraine. Voilà, et pour abattre en réalité, et c'est le vrai but d'Israël, hein, le vrai but d'Israël n'a jamais été d'arrêter l'Iran pour l'empêcher d'avoir leur missile nucléaire, ils en sont incapables. Non, c'est de faire un changement de régime iranien. C'est ça que veut faire Israël et les États-Unis, c'est changer de régime, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc créer des manifestations en Iran, surtout vis-à-vis des jeunes, etc., discréditer les ayatollahs, etc. Voilà. Surtout qu'en plus, ça c'est le petite chose qu'on ne vous dit jamais dans les médias, l'Iran c'est toujours interdit d'avoir l'arme nucléaire parce que c'est contraire aux préceptes religieux des ayatollahs, de l'islam, pour tout du moins concernant l'Iran. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont toujours pas l'arme atomique. Il faut se rappeler de tout cela. Bien sûr qu'ils pourraient l'avoir. Mais avoir l'arme atomique, c'est à double tranchant. Là, ils auraient une assurance vie comme l'a fait le Pakistan et la Corée du Nord. Ils seraient tranquilles, mais ils seraient très mal vus, même par la Russie, la Chine, etc., qui eux ne veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Bon, sauf qu'eux ne sont pas des acharnés comme les États-Unis et Israël. Donc l'affaire est très complexe, bien évidemment. Donc l'Iran essaye de se la jouer subtile. Voilà. Elle voudrait idéalement que tout se passe bien, que la levée des sanctions se fasse, tout simplement, et qu'elle puisse faire de l'économie, qu'elle puisse faire des échanges commerciaux normalement envers tous les pays du monde. Voilà, comme un État normal, ce dont rêvait Bachar el-Assad précédemment. Voilà. Donc, elle sait très bien que sans la levée des sanctions, l'Iran pourra jamais vraiment se redresser. C'est pas possible. Les sanctions sont beaucoup trop puissantes. Voilà. Et les vassaux européens
sont complètement serviles face aux États-Unis. Donc l'Iran n'a aucune chance à ce niveau-là. Elle pense au futur long, au long terme, pas au court terme. Voilà. Donc l'Iran voudrait que ça se passe bien, donc à continuer à retenir son bras. Encore une fois, il pourrait détruire Israël. Ne l'oublions pas. Alors, bien entendu, l'Iran a quand même quelques alliés, comme la Russie et la Chine, mais la Russie et la Chine ne feront strictement rien pour l'Iran. Donc, on en vient au joker de l'Iran. Et le joker de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Alors oui, le détroit d'Ormuz, très important, 20% du pétrole et du GNL mondial passe par le détroit d'Ormuz et il pourra en arriver là. Mais ça les mettrait quand même dans une mauvaise situation. Alors je m'explique. À l'international, ce serait très 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 mal vu. Surtout que l'Iran est un énorme fournisseur de pétrole et de gaz à la Chine. La Chine elle-même serait pas contente. Ça, c'est l'arme ultime de dernier recours, vu que l'Iran n'a toujours pas l'arme nucléaire. Celle des trois d'Ormuz. Alors évidemment, ils utiliseront cette arme ultime qu'au dernier moment, que s'ils sont dos au mur. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et si les Iraniens tiennent bon, et ça ce n'est que mon humble avis, je pense que l'Iran gagnera la guerre. En réalité. En réalité. Alors oui, ça peut paraître paradoxal vis-à-vis de tout ce qu'on vous dit dans les médias, mais pour moi, l'Iran a tous les atouts pour gagner la guerre. Voilà. Alors maintenant, évidemment, en attendant, les États-Unis, Israël vont tout faire pour essayer de faire tomber Khamenei par la population, par la rue. Hein, c'est leur meilleur atout, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Affamer l'Iran, faire que l'eau soit rare en Iran, qu'économiquement l'Iran ne puisse pas tenir. Bref, par la bande. Militairement, ils peuvent rien faire contre l'Iran. Mais par l'économie, oui, par la population, oui, ils ont cette chance. Mais attention, il va falloir qu'Israël fasse vite pour cela. Parce que, encore une fois, dès qu'il n'y aura plus rien pour contrer les missiles iraniens, les Iraniens s'en donneront à cœur joie. Donc c'est très 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 complexe. Alors pourquoi tout dépend de Trump? C'est un peu une évidence, mais je le dis quand même. Allez, Trump, c'est comme en Ukraine. Si les États-Unis arrêtent de donner des renseignements à l'Ukraine et des armes à l'Ukraine, la guerre se finit demain. C'est terminé, en exagérant un tout petit peu. Voilà, les Ukrainiens seraient complètement nus. C'est pareil pour Israël. Sans les États-Unis, Israël n'est rien, absolument rien. À la limite, l'Ukraine, sans les États-Unis, après tout, comment ils faisaient avant? Aucun problème. Si personne n'attaque l'Ukraine, l'Ukraine c'est un État normal, bon, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Israël sans les États-Unis, ce n'est plus rien. C'est un État qui est totalement artificiel, l'Ukraine. C'est comme le Kosovo, si vous voulez. Donc Israël n'est rien. En réalité, il y a rien. Donc derrière Israël, au niveau autonomie, sans les États-Unis derrière, il n'y a plus d'Israël. Donc si Trump dit je donne plus d'aide à Israël, c'est terminé. Il n'y a plus de guerre. Tout s'arrête du jour au lendemain. Voilà, c'est pour ça que tout dépend de Trump. Voilà. Alors moi, mon humble avis, mon opinion personnelle qui n'engage que moi, c'est que si Trump dit bon c'est quand même la Chine, faut pas oublier que notre priorité, hein, faut pas perdre ça de vue hein, malgré tout, hein. Faut pas perdre de la concentration de géopolitique mondiale. Ça reste quand même la Chine notre priorité. Si on donne tout à Israël et qu'on continue à aider un peu l'Ukraine, on se disperse et la Chine va peut-être en profiter pour prendre Taïwan sans coup férir. Donc on va peut-être se concentrer sur la Chine, reconcentrer un petit peu tout ça. Et donc on va peut-être laisser tomber l'Iran. Alors sans perdre la face, bien entendu. Trump dira je suis un homme de paix. Bon, je voulais donner un grand coup à l'Iran, mais non là, mes sentiments nobles, mes sentiments pour l'humanité ont pris le pas et non,
pour la paix mondiale, je vais laisser tomber l'Iran, tout comme je laisse tomber l'Ukraine. Parce que quand même, bon, hein, faut quand même penser à tous les êtres humains qui meurent dans toutes ces guerres. Mon cœur est déchiré en sachant cela et ah non, la sagesse me pousse à laisser tomber l'Iran. Ah là là, malgré tout, je vais laisser tomber l'Iran et pour la paix mondiale, on va être bien avec l'Iran, on va se serrer la main, exactement comme j'ai fait avec Kim Jong-un, la Corée du Nord. Voilà, bah, je vais faire la même chose avec l'Iran parce que je suis un homme de paix. Voilà. Voilà. Trump pourrait s'en tirer comme ça, à la Trump, quoi. Voilà, pour ne pas perdre la face. Bon, va-t-il le faire? Bah, espérons-le, espérons-le. Mais moi, d'après tout ce que je sais militairement, Israël est condamné si elle continue sa guerre. Alors, à moins que tous les experts disent n'importe quoi sur l'arsenal de l'Iran et qu'en fait, l'Iran n'a que 4 missiles longue portée et quelques dizaines de drones, bon, à moins qu'ils se trompent hein, et qu'en réalité, l'Iran n'a rien en missiles et n'a rien en drones, ou si peu, l'Iran a en réalité, sur le long terme, toutes les chances de gagner militairement, encore une fois. Militairement. Hein. Si la rue ne hurle pas trop, si l'économie de l'Iran arrive à tenir encore un peu, voilà, l'Iran militairement ne peut que gagner, d'après tout ce que je sais. Voilà, donc j'ai été un petit peu long. On va passer aux articles, hein, pour ceux qui me suivent encore malgré la longueur de cette vidéo. Je vais quand même vous montrer quelques articles. Commençons. Donc là, le média indien First Post nous dit que d'après le ministère de la Défense israélien, les 2 premiers jours de la guerre contre l'Iran a coûté 1,45 milliard de dollars à Israël et que les jours qui ont suivi ont coûté 725 millions de dollars à Israël. Par jour, attention, c'est par jour. Donc vous vous doutez bien que l'économie israélienne, qui était déjà complètement à plat, avec un taux en plus de chômage énorme, et d'une économie paralysée du fait de la guerre avec le Hezbollah, avec le Hamas, avec les Houthis et maintenant avec l'Iran, bah évidemment Israël ne peut pas continuer comme ça très longtemps. Surtout que son système antiaérien est maintenant complètement épuisé. Alors évidemment, ils arrivent à refournir grâce aux grands stocks qu'ils ont, mais ces stocks vont diminuer de manière exponentielle. Donc ces stocks vont bientôt disparaître, comme tous les spécialistes le disent. Donc Israël ne peut pas continuer cette guerre très longtemps d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue économique. Alors évidemment, ça c'est si les États-Unis n'interviennent pas, dans le sens où les États-Unis qui disent bah non, nous on arrête tout, on veut pas se lancer là-dedans. Donc là, ça mettrait fin très rapidement à la guerre. Bien entendu, si les États-Unis se lancent à corps perdu dans cette guerre et dépensent sans compter le quoi qu'il en coûte à l'américaine pour Israël, là évidemment, ça change la donne et ça pourrait être très différent. La guerre pourrait durer un peu plus longtemps. Mais attention, la guerre ne pourrait durer qu'un peu plus longtemps, pas beaucoup plus longtemps. Voilà, parce que évidemment, il y a des impondérables aussi côté américain, qui eux aussi ont un problème de fourniture de missiles antiaériens. Voilà, c'était un élément vraiment extrêmement important, pour ne pas dire crucial, à souligner. Alors voici les différents systèmes de défense antiaérien de Israël. On commence avec l'Iron Dome en première couche qui peut aller jusqu'à 70 km. Il faut savoir que l'Iron Dome est principalement constitué de missiles Patriot PAC-2 et PAC-3. Ensuite, on a la fronde de David qui peut intercepter jusqu'à 300 km. Et enfin, le système Arrow, plus exactement le Arrow 2 et le Arrow 3, qui peuvent atteindre jusqu'à 2400 km une cible. Alors il faut ajouter à ce système
complet de 3 couches, aussi le système de défense antiaérien THAAD, qui est le système 100% américain. Donc tout ça permet une bonne protection de la défense antiaérienne israélienne. Alors tout ça permet une bonne protection, mais évidemment avec l'avènement des drones, quelles que soient les protections que l'on met, il suffit d'envoyer quelques centaines de drones et quelques centaines de missiles sur quelques cibles stratégiques et vous serez sûr de détruire ces cibles stratégiques. Après, tout dépend de la précision des missiles. Là, on va regarder un média indien qui s'appelle First Post, qui est un des plus grands médias indiens. Et pourquoi font-ils cette vidéo? Parce que, en fait, Israël a été fortement touché par les frappes iraniennes, et en particulier Tel Aviv et Haïfa. Donc, ils titrent Est-ce que l'Iron Dome a échoué? Donc on va regarder cet extrait et on va prendre des extraits de cet extrait pour éviter que ça soit trop long, parce que en fait dans la vidéo, bien sûr on vous montre les attaques iraniennes mais aussi les dégâts en Israël. Donc c'est très intéressant. On va regarder un court extrait ensemble. Je vous traduirai bien sûr. You have the sense because air defense is expensive business. One Arrow missile that Israel uses, one Arrow missile. Donc là, on va parler des coûts des missiles. Donc là, par exemple, un missile Arrow, c'est environ 3,5 millions de dollars. That works out in Iran's favor. Là, le prix d'un missile moyen, d'un missile balistique iranien, c'est environ 100 000 dollars. Washington will help them restock. Nonetheless, yesterday's attack made a couple of things quite clear. One, Israel's defenses are not impenetrable. Donc là, elle dit, mais attention, on a vu hier que l'Iron Dome n'est pas impénétrable. And use ballistic missiles. Surtout contre les missiles balistiques. Iran is said to have 3,000 ballistic missiles. Donc, on dit que l'Iran a 3000 missiles balistiques. Deterrence, but here it may trigger more attacks. Là, est-ce que l'Iron Dome a échoué? Là, vous voyez les images. Alors là, vous n'avez pas eu le temps de voir, peut-être c'était marqué des douzaines de missiles balistiques iraniens ont échappé à l'interception de l'Iron Dome. Bon, et on va finir par le bouclier israélien a été percé. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous pouvez voir que c'est pas vraiment un secret et que la fameuse invulnérabilité de l'Iron Dome est très relative, pourrait-on dire. Là, je vais vous montrer une vidéo très intéressante où vous pouvez voir que l'Iran, qui a lancé son opération qui s'appelle True Promise 3, c'est-à-dire la vraie promesse numéro 3, a attaqué aussi avec des Fatah 1. Donc, et on va voir donc un Fatah 1 en action. Regardez ça. C'est bon. Bon, vous avez vu, c'est très impressionnant. On va regarder encore quelques secondes. Voilà, bon. On va arrêter là. Vous avez vu qu'il y a donc utilisation de missiles hypersoniques côté iranien. Là, ici, on a Eurasia Daily qui nous dit une centrale électrique du port israélien de Haïfa a pris feu après une frappe de missiles iraniens. La société britannique Ambrey, spécialisée dans les questions de sécurité maritime, a signalé des incendies dans une centrale électrique près du port israélien de Haïfa après une frappe de missiles iraniens, rapporte Reuters. Donc vous voyez que même si on ne vous le dit pas dans les médias,
la frappe iranienne fait mal aussi à Israël. Bon, moins qu'à les frappes israéliennes en Iran, mais ça fait mal quand même. Alors là, ici, on peut lire l'armée de l'air israélienne a bombardé une conduite d'eau à Téhéran. Dans le nord de Téhéran, suite à l'attaque israélienne, l'approvisionnement en eau a été endommagé. C'est ce qu'a rapporté donc le ministère iranien de l'énergie. Alors évidemment, c'est pas n'importe quelle conduite d'eau, c'est la plus importante de Téhéran, donc ça va être très 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 difficile pour la population iranienne. Évidemment, vous avez noté que c'est une attaque qui est purement terroriste. Pourquoi pas, après tout, les médias ne disent rien pour ce que fait l'Ukraine en Russie. Pourquoi dirait-on quelque chose à Israël qui commet un génocide complet en Palestine? Ils sont plus à ça près, hein. Ici, on a The Warzone qui nous dit Israël intensifie ses attaques contre des cibles énergétiques iraniennes après le tir de missiles balistiques à Tel Aviv. Netanyahou affirme désormais également que toutes les cibles du régime à Téhéran figurent sur la liste des cibles de l'armée de l'air israélienne. Donc oui, bien entendu, les Israéliens vont frapper tous azimuts pour essayer de faire en sorte que la population se révolte, qu'elle soit écrasée par soit les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les rationnements de nourriture, parce on en arrivera là, je suppose. En tous les cas, Israël tape tous azimuts. Ils vont essayer de faire ce fameux changement de régime dont je vous parlais tout à l'heure. Comme le dit Associated Press, pourquoi certains alliés clés de Téhéran restent-ils en dehors du conflit israélo-iranien? Et là, bien sûr, il parle du Hezbollah, mais aussi plus loin des Houthis, principalement. Bon, bref, de véritables alliés qui pourraient intervenir effectivement militairement directement. Alors, évidemment, je ne parle pas des pays qui soutiennent l'Iran, quelquefois bruyamment, comme la Turquie ou le Pakistan, mais n'oublions pas aussi la Russie et la Chine qui soutiennent l'Iran, bien entendu, mais on sait très bien que ces pays-là n'agiront en rien, contrairement aux vrais alliés clés, comme le dit AP, que sont le Hezbollah et les Houthis. Alors, est-ce que ceux-là pourraient s'allier pour aider l'Iran? Pourquoi pas? Si c'est le cas, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis et Israël, car ces deux entités-là, alliées, agissant de concert, seraient une force absolument colossale et qui pourrait changer la donne si elles s'alliaient militairement et effectivement avec l'Iran. Si l'Iran arrive à coordonner ses attaques avec ces deux entités-là, ça pourrait changer la donne. Alors pour l'instant, ils n'ont pas agi, mais peut-être est-ce fait exprès par l'Iran pour les garder sous le coude au cas où. C'est-à-dire de ne les utiliser que si vraiment l'Iran est dos au mur et qu'il n'y a absolument aucun espoir de résoudre cela par des négociations et que seule la guerre totale est possible pour s'en sortir. Bref, seul l'avenir nous le dira. Ici, on a Politico qui nous dit Trump a dit à Israël de ne pas tuer le guide suprême de l'Iran. Le président a insisté sur le fait qu'il existe encore une voie pour qu'Israël et l'Iran puissent résoudre leurs problèmes par la diplomatie. Donc là, Trump joue la sagesse. Vous notez donc que Netanyahou était prêt à tuer le guide suprême de l'Iran. Vous notez aussi cette analogie parfaite entre Zelensky et Netanyahou. Hein, je vous avais montré un article où Kirilo Boudanov, le chef du SBU, avait dit nûment dans un média ukrainien qu'il avait déjà tenté à plusieurs reprises d'assassiner Vladimir Poutine. Eh bien Netanyahou, voilà, pareil. Donc qui se ressemble, s'assemble. Vous notez encore une fois cette énorme analogie entre l'Ukraine et Israël. Et la situation inextricable pour Trump, que ça soit l'Ukraine ou Israël. Bon, là, Trump joue la sagesse. Bon, il souffle le chaud et le froid, Trump, en permanence. Hein. Mais bon, il y a de fortes chances que ça se finisse quand même par un apaisement.
Je pense que Trump n'ira pas jusqu'au bout. Ce n'est que mon opinion. Alors une petite ombre au tableau sur le fait que Trump veuille la paix, on a quand même The War Zone qui nous dit une armada de pétroliers de l'US Air Force. Alors, j'adore la traduction. En fait, il parle d'avions ravitailleurs de l'US Air Force vient d'être déployé vers l'est au-dessus de l'Atlantique, suscitant des spéculations. Voilà, alors bon, moi j'ai ma petite explication. Alors comment on peut traduire cela que les États-Unis envoient une vingtaine d'avions ravitailleurs? Bah, c'est pour ravitailler les F-35 afin que les F-35 puissent aller survoler le sol iranien. Hein, l'Iran est loin, donc il y a besoin d'avions ravitailleurs pour les F-35. Alors tout ça, alors ces signes factuels vont à l'encontre du fait que Trump veuille la paix avec l'Iran, quoi, tout du moins apaiser la situation. Là, ça tendrait plutôt à dire que Trump soit joue les hypocrites et en fait va tenter de détruire l'Iran par un quelconque moyen, mais en tout cas militaire, soit veut se donner toutes les cartes en main par précaution et déploie ses avions ravitailleurs. Alors attendez, c'est pas fini. Nous avons aussi cet autre article de Warzone, toujours, confirmation d'un renforcement majeur des forces américaines au Moyen-Orient. Le groupe aéronaval Nimitz se précipite désormais vers le Moyen-Orient et un déploiement rapide d'avions ravitailleurs a débarqué dans des bases de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, vous voyez le vieux porte-avions USS Nimitz, mais qui est toujours apparemment vaillant. Donc voilà, donc ces deux facteurs montrent que Trump, encore une fois, je le répète, soit il se la joue guerrier, soit il se la joue prudent, il se garde toutes les cartes en main au cas où il veut intervenir ou non. Bref, tout ça est quand même inquiétant et voudrait dire que Trump se lancerait dans la guerre, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un revirement avec Trump. Ici, on a un article très intéressant du journal israélien Haaretz qui nous dit l'Azerbaïdjan a accordé à Israël l'accès aux bases aériennes à la frontière avec l'Iran. Foreign Policy cite des diplomates américains qui affirment qu'Israël est profondément ancré en Azerbaïdjan et affirment que les responsables du renseignement craignent que l'implication militaire d'Israël en Azerbaïdjan ne complique les efforts visant à réduire les tensions israélo-iraniennes. Alors effectivement, bien entendu, le Mossad a toujours été très présent en Azerbaïdjan et il faut se souvenir de l'accident de l'hélicoptère présidentiel de l'ex-président iranien qui justement décollait d'Azerbaïdjan pour rejoindre l'Iran. Et à ce moment-là, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus et je vous avais dit très clairement que c'était le Mossad qui avait fait ce coup-là. Donc le Mossad a toujours été très présent avec l'Azerbaïdjan et bon bah là c'est confirmé, mais ce n'est pas un scoop. Alors bien entendu, là c'est l'Azerbaïdjan, mais n'oublions pas aussi l'aide du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie. Hein, alors pas une aide directe, hein, c'est une aide indirecte. Ils aident à la logistique, ils aident au fait qu'ils abritent leurs bases américaines et aussi des entités israéliennes sur leur sol. Ils acceptent cela, ces pays-là. Donc évidemment, ça aide Israël, bien sûr. Et un dernier article d'Anadolu Ajansi qui nous dit Macron affirme que forcer un changement de régime en Iran serait une erreur stratégique. Ceux qui croient que les bombardements extérieurs peuvent sauver un pays malgré lui et contre lui-même se sont toujours trompés, affirme le président français. Eh bien, j'aurais jamais imaginé que Macron puisse dire quelque chose de sensé, de sage. Voilà, j'aurais jamais pensé, mais bon, la preuve, hein, il l'a dit. Je suis complètement d'accord avec Macron, et oui, j'ai du mal à croire ce que je viens de dire moi-même. Mais là, Macron a raison, évidemment, c'est une évidence absolue. Bon, maintenant, il dit cela, mais que va-t-il faire dans les actes? Parce que, bon, là, il condamne Israël de manière indirecte. On aurait aimé qu'il dise plutôt je condamne fermement ce que fait Israël, ce que fait
Israël est un acte d'agression absolument inacceptable. J'aurais aimé qu'ils disent plutôt cela. Bon, c'est déjà pas mal qu'il ait dit que c'était une erreur stratégique de la part d'Israël. C'est toujours ça. Bref, je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, et n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.